Bonsoir, Sylvie Pandelet, je suis directrice de maison d'accueil spécialisée. Par ailleurs, je suis aussi effectivement bénévole accompagnante à l'association, la grande sœur, pas la petite sœur de présence, association de bénévole accompagnement qui est sur la région Aquitaine. Voilà, mais là, moi, je vais prendre ma casquette de directrice d'établissement de maison d'accueil spécialisée au sein de l'ADAPI 64 également. Hein, donc, j'ai aussi ma collègue ici présente. Et donc, je vais vous parler ce soir de quelque chose qui n'est pas drôle du tout. Je parle à la fin, je vais vous parler de fin de vie. Je vais vous parler donc puisque c'est ce qui m'a été demandé, de vulnérabilité, de vieillissement de personnes lourdement handicapées et de leur fin de vie. Donc mon propos sera en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de qui sont les personnes lourdement handicapées, quel est l'état des lieux de leur vieillissement et puis leur fin de vie. Qu'est-ce qu'il en est également ? Alors, il ne vous aura pas échappé que dans notre monde, nous faisons beaucoup la course à la performance, à la capitalisation, à l'amélioration de tout, la progression, etc. Et moi, ce soir, ici, je voudrais bien faire l'éloge de la vulnérabilité. Donc rappelez simplement que, et nous l'oublions souvent, nous sommes tous vulnérables. La vulnérabilité est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la condition humaine. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que lorsque nous naissons dépossédés de tout, comme un nouveau-né. Lorsque nous vivons notre vie parce que nous avons un corps, parce que nous avons un esprit, parce que nous avons des sentiments et des émotions, donc nous pouvons être vulnérabilisés, c'est-à-dire attaqués par n'importe quel événement, agent extérieur, puisque la définition de vulnérable, de vulnérabilité en latin, c'est qui peut être blessé. Donc tout au long de notre vie, nous sommes amenés à être blessés par des émotions, par des événements, par des maladies. Et à la fin de notre vie, bien évidemment, nous sommes encore plus vulnérables puisque nous sommes mortels et qu'en plus nous avons conscience de notre finitude. Voilà, mais dans cette vulnérabilité ordinaire et liée vraiment intrinsèquement à la condition humaine, il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, un peu des vulnérés dans un monde de vulnérables. Donc ce sont de ces personnes-là dont je voudrais vous parler ce soir, ces personnes lourdement handicapées. Alors lourdement handicapées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas autonomes. Elles n'ont pas acquis la possibilité, ou quasiment pas, on va dire, de pouvoir conduire elles-mêmes leur propre vie, de pouvoir faire des choix, de pouvoir décider de ce que va être leur vie. Sur le plan un petit peu médical, on va retrouver dans les maisons d'accueil spécialisées qui nous occupons de ces personnes-là, on va retrouver 3 grands types de handicap. On va retrouver les personnes, ça a été dit ce soir, des personnes qu'on appelle polyhandicapées, c'est-à-dire qui associent une déficience motrice très importante, souvent quadriplégie, avec une déficience intellectuelle sévère, profonde, donc très importante. C'est souvent la plupart du temps, c'est un problème de naissance. Voilà. Donc ce premier type de handicap, polyhandicapé. Ensuite, vous avez toutes les personnes qui sont atteintes de déficiences intellectuelles graves, graves, profondes, et qui n'ont pas pu développer un épanouissement normal de leur personnalité, et n'ont pas pu avoir un développement psychomoteur normal. Et puis nous avons aussi les personnes qui
qu'on appelle, qui souffrent d'encéphalopathie épileptique. Donc encéphalopathie, ça veut dire que c'est le cerveau qui a été blessé, hein, vulnérabilité. Le cerveau qui a été blessé, en grande majorité, ces personnes-là, c'est également des personnes qui sont atteintes depuis la naissance, voire même dans la conception, hein, de leur être, hein, de façon congénitale, voire génétique. Voilà, donc en tout cas, ce sont des personnes qui, en dehors de ces aspects médicaux, qui n'ont pas d'autonomie. Hein. Alors, il ne faut pas confondre, parce que c'est souvent le cas, il ne faut pas confondre grande dépendance et non-autonomie. Hein. Ce n'est pas la même chose. Pour vous faire un peu la différence, je vais vous raconter une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est plutôt un témoignage. Donc, quand dans mon service de bénévolat, là, je vais reprendre une casquette de bénévole d'accompagnement à Alliance, nous avons en équipe de bénévoles. Nous avons accompagné pendant 4 ans, plus de 4 ans, 4 ans et demi, comme quoi, quand on parle de fin de vie, ça peut être long. Hein. Nous avons accompagné une dame qui était atteinte de la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une très sale maladie neurodégénérative où tous les muscles, maladie mortelle bien sûr, et tous les muscles petit à petit se paralysent, hein, jusqu'à bien sûr mourir. Cette dame, nous l'avons accompagnée à son domicile, régulièrement, donc toutes les semaines, ou là où elle était, hein, donc elle fréquentait beaucoup l'unité de soins palliatifs de Bordeaux. Et cette dame a eu une histoire de vie très très compliquée. Elle a été mariée, elle avait des enfants, mais elle avait une histoire de femme complexe, voilà, où elle a été, son histoire de vie a été compliquée. Et c'est petit à petit, par l'accompagnement régulier des professionnels des soins palliatifs et des bénévoles d'accompagnement, qu'elle a réussi à dénouer petit à petit tous ces nœuds de son histoire de vie. Hein. Et alors un jour où je me trouvais en accompagnement à l'unité de soins palliatifs de Bordeaux, en service, donc je vais la voir, on se connaissait bien, hein, bien sûr, depuis 4 ans et demi, et elle était en toute fin de vie puisqu'elle était totalement paralysée. Et elle ne pouvait s'exprimer donc par ses yeux et un tout petit souffle, voilà. Et donc elle m'a fait comprendre par ses yeux qu'elle voulait que j'écoute ce qu'elle avait à me dire. Donc j'ai mis mon oreille tout près de sa bouche et elle m'a dit: je n'ai jamais été aussi autonome que maintenant. Voilà. Elle est décédée 3 jours après. Donc c'est pour vous faire voir la différence. Hein. Cette dame-là, elle était effectivement autonome, tout en étant totalement dépendante, parce qu'elle avait encore la possibilité de faire des choix, de décider, de penser. Voilà. Les personnes gravement handicapées dont je vous parle ce soir n'ont pas cette faculté-là, n'ont pas cette faculté de raison, quelquefois de conscience de soi même. Hein. Voilà. Donc maintenant que vous savez de quoi on parle, de qui on parle surtout, on va parler un petit peu du vieillissement de ces personnes-là, parce qu'elles vieillissent. Alors ça, c'est aussi un peu une nouveauté. Nous avons, comme vous savez, on a une espérance de vie qui progresse de plus en plus, hein, au fur et à mesure. Et cette espérance de vie, les personnes lourdement handicapées, elles l'ont aussi. Hein, elles l'ont aussi, de façon différente, mais elles l'ont aussi. C'est dû au progrès scientifique, naturellement, et en particulier, quand on parle des progrès technomédicaux, progrès scientifiques, ça va être autour des services de néonatologie, hein, où si par exemple on sauve maintenant de plus en plus de bébés de petits poids de naissance, qui deviennent des magnifiques adultes, hein,
Par ailleurs, il y en a d'autres qu'on sauve aussi et qui deviennent des enfants et après des adultes polyhandicapés. C'est également dû au service de réanimation. Naturellement, la réanimation fait des progrès énormes, mais aussi avec quel risque également de la réanimation. Donc cette espérance de vie, je vous donne quelques chiffres qui sont très parlants. Alors pour le handicap mental, tout handicap confondu, en 1930, l'espérance de vie d'une personne handicapée mentale était autour de 20 ans, en 1930. En 1980, c'était autour de 58 ans. En 1990, 60 ans. Et en 2004, 70 ans. En 2004, un homme ordinaire, son espérance de vie était autour de 76 ans. Et une personne handicapée mentale, 70 ans. Vous voyez que ça se rapproche. Par contre, ce qu'on peut dire de spécifique, c'est que la durée de vie d'une personne handicapée, gravement handicapée, enfin d'une personne handicapée, pardon, est directement proportionnelle à la gravité de son handicap. Ainsi, je vous donne quelques chiffres. Puisque je vous ai parlé de différents handicaps, une personne atteinte de déficience intellectuelle légère ou moyenne, comme on peut trouver justement chez les personnes qui sont travailleurs ouvriers des AT, dont on a parlé, leur espérance de vie est un peu plus de 70 ans. Pour une personne atteinte de déficience intellectuelle profonde, elle est autour de 50 ans. Pour une personne polyhandicapée, elle est autour de 40 ans. Et pour une personne trisomique, vous connaissez la pathologie trisomie, avant on parlait de mongolien, donc la trisomie 21, elle est autour de 54 ans. Voilà. Alors, dans le vieillissement, quand on parle de vieillissement de personnes handicapées, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le vieillissement tel qu'on le connaît, les critères de vieillissement avec les signes particuliers de vieillissement qui sont l'apparition des cheveux blancs de façon massive, des problèmes visuels, de cataracte, etc. Ce sont des signes tangibles de vieillissement et également de vieillissement précoce. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parle de personnes âgées ordinaire, de personnes âgées à partir de l'âge de 60 ans. Pour les personnes handicapées, on parle donc de personnes âgées, de vieillissement à partir de 50 ans. Donc ça, c'est le vieillissement classique, on va dire. Mais il y a un autre élément à prendre en compte qui concerne les personnes handicapées, c'est ce qu'on appelle le vieillissement précoce. Alors là aussi, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit parce que dans notre secteur, on a tendance à dire que les personnes handicapées sont atteintes de vieillissement précoce. Alors c'est assez inexact. C'est assez inexact. Les personnes, on va dire, toujours pareil, ça dépend du handicap. Et de la gravité du handicap. C'est-à-dire que les personnes, justement, travailleurs des AT ou assez classiquement, ne seront pas atteints de vieillissement précoce. Les personnes handicapées qui vont être atteintes de vieillissement précoce, c'est en particulier les personnes atteintes de trisomie 21, associant une déficience intellectuelle profonde. Donc ces personnes-là, il y a effectivement chez ces personnes-là une prévalence du syndrome démentiel, c'est-à-dire qu'il y a apparition, on en a parlé, apparition en particulier de la maladie d'Alzheimer beaucoup plus tôt, puisque c'est un chiffre assez récent, on a détecté 65% de maladies d'Alzheimer chez les personnes trisomiques de 60 ans, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, le deuxième type de handicap atteint par le vieillissement précoce, ce sont les personnes polyhandicapées.
Hein, vous vous souvenez qu'il associe la déficience motrice et la déficience intellectuelle grave. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a l'usure de l'outil corporel. Hein, du corps. Donc là, il va y avoir, avec tout ce que ça comporte, de déformation, de malformation sur toute une vie, hein, aussi bien la colonne vertébrale et tout ce qui s'ensuit, avec des problèmes aussi digestifs, de déglutition, enfin voilà. Donc là, il y a une usure de l'outil corporel qui fait qu'il y a un vieillissement précoce chez ces personnes. Et enfin, également, chez les personnes présentant des formes donc d'encéphalopathie évolutive épileptique, puisque donc ces personnes vont avoir le vieillissement précoce va être dû à la fréquence des crises d'épilepsie, bien évidemment, qui altèrent gravement le cerveau, mais également aux conséquences de ces crises qui sont dans les chutes. Hein, voilà. Donc, pour ces personnes gravement handicapées, lourdement handicapées, ben oui, nous, maison d'accueil spécialisée, qui n'accueillons que ces personnes-là, bien évidemment, il y a un vieillissement très important de ces personnes, dû au vieillissement chronologique et dû au vieillissement précoce. Voilà. Alors, la fin de vie de ces personnes... la fin de vie des personnes gravement handicapées et leur accompagnement, il faut savoir qu'il y a eu un rapport très intéressant de l'Observatoire national de la fin de vie en octobre 2013 qui a été entièrement consacré à l'étude de la fin de vie des personnes lourdement handicapées, des personnes accueillies donc en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé, en masse ou en femmes, parce que c'est le même type d'établissement, les masses accueillant des personnes n'ayant pas un strict minimum d'autonomie. Et ce rapport parlait de l'invisibilité de la fin de vie de ces personnes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas et on ne parle pas de la fin de vie des personnes lourdement handicapées. Déjà qu'on ne parle pas beaucoup de la fin de vie, et encore, en ce moment c'est assez médiatisé, mais de la fin de vie de ces personnes lourdement handicapées, on n'en parle pas. Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que la fin de vie et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les soins palliatifs, l'accompagnement des fins de vie, c'est d'abord l'affaire de l'homme ordinaire. Dans le monde du soin palliatif en France, qui a pris quand même quelques 2 décennies de retard par rapport au reste du monde occidental. Donc le monde des soins palliatifs en France, il a émergé, on va dire, dans les années 80, hein, et on s'est préoccupé de la fin de vie de tout un chacun, en particulier de toutes les personnes atteintes de cancer, hein, de tous les cancers. Hein. Après, dans cette évolution des soins palliatifs, donc on a tout fait pour prendre en charge les personnes atteintes de cancer. Après, il y a eu toute la période où les personnes étaient en fin de vie atteintes de sida. Hein, il y a eu toute cette période-là où on mourait beaucoup du sida. Et petit à petit, avec l'évolution récente, le monde des soins palliatifs s'est ouvert depuis ces 15 dernières années, à tout ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, donc la maladie de Charcot, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, toutes les démences neurodégénératives, voilà. Mais toujours, je dirais, de l'homme ordinaire. Hein, donc le handicap, voilà, ça vient pas encore. Hein. Alors ça, c'est une des premières raisons. Une autre raison aussi pour expliquer l'invisibilité de la fin de vie des personnes lourdement handicapées, c'est que la fin de vie est une affaire de médecin avant tout.
La fin de vie, c'est d'abord un discours médical. Ce sont les médecins qui se sont préoccupés de ça, et en particulier les médecins hospitaliers, les centres hospitaliers. Or, il faut savoir que dans le secteur du handicap, on a parlé beaucoup ce soir de l'ADAPI, qui est donc un mouvement associatif, un mouvement parental, mouvement associatif à but non lucratif, bien évidemment, privé. Donc il faut savoir que le secteur du handicap est à, je ne sais plus exactement, mais je dirais à peu près 90% quasiment, géré par du privé associatif, non lucratif, voilà, et pas la fonction publique hospitalière. Donc c'est aussi pour ça que tous les textes, les pratiques, les accompagnements autour de la prise en charge de la fin de vie, et en particulier des soins palliatifs, c'est désintéressé par méconnaissance de ce secteur-là. Et enfin, il y a une explication aussi, alors un petit peu de l'autre côté des acteurs, qui explique l'invisibilité de ces fins de vie de personnes handicapées. C'est justement les acteurs du monde du handicap. C'est-à-dire que le monde du handicap a été beaucoup porté par le mouvement parental. Le mouvement associatif parental, pas uniquement, mais grandement, qui s'est structuré après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a créé comme ça des établissements, tous les établissements, avec la force de ce mouvement parental, dont notamment les ADAPI, l'UNAPI, etc. Et c'est vrai que ce sont des parents. Et s'il y a bien quelque chose d'indicible et d'impensable pour des parents, c'est de penser la mort de leur enfant. Et donc ça, c'est toujours très très actuel. Toujours très actuel. C'est-à-dire que les parents acteurs, les acteurs investis dans le mouvement parental vont parler de leur propre vieillissement et de leur angoisse à mourir et à laisser leur enfant handicapé tout seul, mais ne parleront jamais de la mort de leur enfant. Ou très rarement en fait. Voilà, c'est tous ces critères-là qui expliquent que la fin de vie des personnes lourdement handicapées ne se parle pas. Et pourtant, c'est bien une réalité. Donc cette réalité, pour vous dire donc ces chiffres viennent, ces éléments viennent de l'excellent rapport de l'Observatoire national de la fin de vie. Dans les maisons d'accueil spécialisées en France, il y a 579 maisons d'accueil spécialisées en France. Donc on y meurt, puisque il y a déjà une progression très importante, un accroissement très important du nombre de personnes lourdement handicapées vieillissantes. Pour vous donner quelques chiffres, en 95, et là je parle que des personnes de plus de 60 ans, alors qu'en réalité c'est de plus de 50 ans qu'il faudrait regarder ces chiffres. Donc en 95, il y avait 1,9% dans les masses de personnes de plus de 60 ans. En 2001, il y en avait 3%, en 2005, 4,8%, et en 2006, bientôt 9% de personnes de plus de 60 ans. Donc je ne vous dis pas si on prend vraiment la définition réelle du vieillissement du handicap à partir de 50 ans. Donc c'est quelque chose qui devient massif maintenant, de façon très importante. On sait également que 60% des sorties de l'effectif d'un établissement de masse est une sortie par décès. Et dernier chiffre qui parle un petit peu, donc en France, tous les jours, il y a 4 personnes lourdement handicapées qui meurent en masse. Voilà, tous les jours. Donc c'est vraiment une réalité à prendre en compte alors qu'on n'en parle jamais. Alors je vais finir par une note positive.
Hein, parce que je sais pas quand même. C'est-à-dire que la fin de vie de ces personnes handicapées, comment, alors que je viens de vous dire que c'était très présent hein, dans les établissements, ben, comment on y répond, comment on la prend en charge? Alors la note positive, c'est que nous avons tout ce qu'il faut, presque tout ce qu'il faut, pour prendre en charge correctement, pour accompagner correctement ces fins de vie de personnes lourdement handicapées. D'abord, on a le lieu même. On a le lieu même, la MAS, maison d'accueil spécialisée, parce que ces lieux, par définition légale, sont des lieux de vie et des lieux de soins en même temps. Hein, c'est le lieu de vie, c'est le domicile de la personne et c'est également un lieu de soins. Autre élément intéressant, ça a été dit d'ailleurs ce soir, c'est que depuis une loi de 2002, il n'y a plus de limite d'âge en masse. Avant, en masse, c'était jusqu'à 60 ans, hein, comme les autres foyers de vie. Voilà. Donc depuis 2002, heureusement, on a supprimé cette barrière de l'âge et donc la personne lourdement handicapée qui réside dans son établissement depuis souvent 20 ans, voire 30 ans, parce que l'arrivée à l'âge, c'est 20 ans, hein, en masse, hein, donc peut finir sa vie dans son domicile, hein, son domicile étant son lieu de vie, l'établissement. Hein. Voilà, donc déjà on a ça. Ensuite, on a les équipes. Alors on a la chance, et je regarde ma collègue directrice d'EHPAD, on a la chance effectivement, le secteur handicap, du fait de la pression, de la force et du dynamisme du mouvement parental, nous avons quand même, qu'on le veuille ou non, nous avons des moyens humains en personnel, nous avons des équipes pluridisciplinaires et en nombre. Alors bien sûr on dira toujours, si j'avais quelques collègues directeurs, ils me disaient pourquoi tu dis ça, mais nous avons quand même ce qu'il faut, on va dire, c'est jamais assez, hein. Si on peut être 4 personnes le matin pour s'occuper de 12 personnes, on préfère, hein. Bon. Mais quand même, quand on fait la comparaison avec le monde de la gériatrie, de la gérontologie, voilà. Hein, et donc on a des équipes pluridisciplinaires, qui plus est pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien des personnes qui sont spécifiquement formées pour accompagner, qui sont on en a parlé, les AMP, les aides médico-psychologiques, on a les aides-soignants qui vont être un peu plus soignants, on a des éducateurs spécialisés, on a des moniteurs éducateurs, on a des psychomotriciennes, on a des psychologues cliniciens, des neuropsychologues, des médecins psychiatres, des médecins, qu'est-ce que j'oublie, ergothérapeutes, voilà. Donc on a une équipe pluridisciplinaire hein, dans les maisons d'accueil spécialisées. Donc on a cette chance-là. On a surtout, je dirais, notre culture et nos pratiques. Non pas ancestrales, mais quand même depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc notre pratique médico-sociale, c'est-à-dire centrée sur, on parle d'usager, hein, centrée sur la personne. C'est-à-dire qu'on a depuis des années, on a l'habitude de travailler autour du projet personnalisé. Hein, je dirais que le monde sanitaire a découvert le projet personnalisé il y a quelques années de ça. Nous, ça fait 50 ans qu'on travaille autour des projets personnalisés hein, de la personne qui est accompagnée. Donc on a ces pratiques-là. Et puis on a les textes aussi, des textes qui là encore une fois de plus ne sont pas connus, mais on a notamment un texte qui date qui est un décret de 2006, enfin peu importe, qui oblige les établissements, les maisons d'accueil spécialisées à mettre en place une démarche palliative, c'est-à-dire à avoir un projet de soins palliatifs dans sa structure. Donc ce sont encore des textes qui sont malheureusement un petit peu connus, mais enfin on en parle quand on peut. Et donc ça veut dire
ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que Marie-Agnès Clermont en a parlé un petit peu aussi, hein, les maisons d'accueil spécialisées sont tenues de développer un projet de soins palliatifs dans leur structure, c'est-à-dire d'avoir, il y a plusieurs critères pour ça, c'est-à-dire d'écrire un projet de soins palliatifs au bénéfice des personnes qui en ont nécessité dans leur structure, hein, de se réunir en équipe pluridisciplinaire et de réfléchir ensemble sur comment on annonce aux autres résidents présents qu'un résident est en soins palliatifs, comment on va gérer l'annonce d'un décès, comment on va mettre en place un projet individualisé, personnalisé, mais de nature palliative. Enfin voilà, donc tout ça. On a aussi dans cette obligation de mettre en place une démarche palliative, une obligation de former des référents. 1, 2, voire plus. Dans mon établissement, j'ai formé 4 référents soins palliatifs. Ça va être une infirmière, une aide médico-psychologique, la psychologue, chef de service soins, qui vont faire le DU de soins palliatifs, que ce soit à Pau, le DU à Bordeaux, enfin, de diplôme universitaire. On a dans cette démarche palliative obligatoirement à mettre en place, à avoir une réflexion sur l'accueil des familles, avoir un salon d'accueil des familles, penser à mettre en place des horaires de visite complètement ouvertes dans le règlement de fonctionnement de l'établissement. On a également à soutenir les soignants, à mettre en place des groupes de parole, des groupes de soutien auprès des professionnels. Ça, on a l'habitude parce que les groupes de soutien dans les maisons d'accueil spécialisées, les établissements médico-sociaux, on a quand même là aussi cette richesse. Voilà, donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Hein, on a tout ce qu'il faut. Et le dernier critère qui est important pour mettre en place une démarche palliative dans ce type de structure, c'est le conventionnement. Le conventionnement avec des structures de soins palliatifs existantes localement sur le territoire où est implanté l'établissement. Donc ça veut dire un conventionnement par exemple avec une équipe mobile de soins palliatifs, avec une association de bénévoles, avec un réseau de soins palliatifs, avec un service d'hospitalisation à domicile HAD qui a une expérience en soins palliatifs. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la démarche palliative. Voilà, donc tout ça, un petit peu une note positive pour vous dire que toutes ces personnes-là qui sont gravement handicapées et qui ont le droit de finir leur vie comme tout un chacun, on peut et on sait un petit peu s'en occuper. Voilà. Alors je terminerai simplement par en conclusion, pour peut-être un peu une conclusion, une réflexion un peu éthique, sur le fait de pourquoi aussi, pourquoi s'occuper de ces personnes-là, après tout, hein. J'ai parlé de la réanimation, j'ai parlé de ces risques-là. Pourquoi s'en occuper? Donc je vais simplement vous lire quelques lignes d'un médecin psychiatre qui s'appelle Philippe Gabaye, qui a consacré toute sa vie à la recherche et à l'accompagnement des personnes lourdement handicapées, à la fondation John Boss qui se trouve en Dordogne, du côté de Bergerac. Voilà ce qu'il écrit. De cet affrontement douloureux aux personnes handicapées vieillissantes renaissent de nouvelles équipes, celles qui font le pari de tenir ensemble les exigences de la vie et celles du soin s'il est nécessaire, celles qui ne cèdent pas au déni du soin ou à une technicisation dévitalisée, celles, les équipes, qui choisissent de s'affronter lucidement à l'ambiguïté fondamentale de la vie dont la souffrance, le mal et la mort ne peuvent s'extraire. Ces équipes découvrent tous les jours comment amener la vie au plus près des personnes, si elles ne peuvent plus aller la chercher au dehors. Elles découvrent leur richesse interne, leur capacité d'entraide, leur complémentarité et leur solidarité. Elles savent, ces équipes, qu'aucune limite, sinon celle de la mort,
ne les écarte de ce qui fait le cœur du travail, quels que soient les lieux et les temps, c'est-à-dire la possibilité de la rencontre. Cette rencontre avec la personne handicapée qui finit sa vie, cette rencontre, brève, fugitive souvent, mais renouvelée, cette rencontre fruit du hasard, cette rencontre qui fait soudain lien entre la personne et l'autre. C'est dans cette rencontre que se trouve le cœur d'une véritable réintégration dans la communauté humaine. C'est dans cette rencontre que s'opère en nous, ultime paradoxe, un travail qui nous conduit et nous prépare à accueillir à nos côtés et peut-être demain en nous la vieillesse et la fin comme hôte bienvenue. Voilà, je vous remercie.